Dans le cadre du congrès Longevity qui s'est tenu à Poitiers en 2023, nous faisons une série d'échanges sur les thèmes du grand âge, des seniors, de la longévité. Dans cette émission, nous allons parler de l'éthique du prendre soin des personnes âgées dépendantes, avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est Véronique Lefebvre Desnoëttes, qui est psychiatre de la personne âgée et également docteur en philosophie et en éthique médicale. Bonjour Véronique. Bonjour. Peut-être peut-être présenter votre parcours si vous le souhaitez. Et ensuite, on va parler. Et après, j'aurais voulu qu'on définisse, quand on dit éthique de la personne âgée ou éthique du prendre soin de la personne âgée, on parle de quoi? De quel périmètre? Alors, pour me présenter, j'ai un parcours un petit peu spécial puisque je suis pédopsychiatre de formation et puis j'ai vieilli avec mes patients et je suis devenue gérontopsychiatre. Alors, ça n'existait pas, la filière de gérontopsychiatre, donc j'ai passé une capacité de gériatrie en plus de ma spécialisation de psychiatre. Et puis, sur le tard, j'ai soutenu une thèse de philosophie pratique et d'éthique médicale dont le sujet était le sentiment d'exister des malades d'Alzheimer, de point esprit et tu là, où j'ai cherché à faire valoir l'esprit de mes malades, qui sont bien loin d'être les démons privés d'esprit que nous croyons tous. Alors, lorsqu'on parle d'éthique, est-ce qu'on parle de morale? Mais pas du tout. Hein. L'éthique, c'est un questionnement qui, vive, qui vise à ce que nos pratiques soignantes soient les mieux possibles pour les soignants, pour les familles, pour les patients dont nous prenons soin. La morale, c'est des réponses a priori, alors qu'on ne se questionne pas. Vous voyez, c'est très différent, même si étymologiquement c'est assez proche, de faire la différenciation. Donc l'éthique, se fait en pratiquant. Elle n'est pas en surplomb. Elle se vit au quotidien. Hein, c'est pas une éthique des principes, le principe d'autonomie, le principe de la bienveillance, de la non-malfaisance, de la justice et de l'équité, même si on peut faire se surveiller ces principes hein, qui viennent de Beauchamp et de Childress en 1979 aux États-Unis, nous la faisons vivre au quotidien par nos réunions d'équipe, par notre groupe de réflexion éthique pluridisciplinaire dans lequel je suis inscrite depuis des années à l'assistance publique au niveau de l'Île-de-France et au niveau national sur les maladies neuroévolutives. Une question peut-être un peu naïve. L'éthique, c'est pas inné. On doit l'apprendre, même à des soignants. Il faut l'apprendre. Alors, oui et non. Il n'y a pas besoin d'un savoir-faire en éthique pour faire partie d'un groupe de réflexion éthique. Mais c'est important qu'il y ait un coordinateur, ce que je suis, qui ait une formation dédiée, qui connaisse un peu ces concepts, qui connaisse un peu comment est-ce qu'on peut faire émerger une parole éthique, une fonction éthique. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Je m'occupe d'une unité cognitivo-comportementale dans laquelle les personnes qui sont accueillies ont des troubles du comportement, et notamment des troubles du comportement sexuel. Eh bien, une dame âgée, mariée, dont le mari venait la visiter tous les jours, a choisi un amant dans cette unité. Et une partie de l'équipe était très clivée. Les uns disaient, mais c'est une femme mariée, il est hors de question de favoriser cet acte. Et une autre disait, mais si, c'est la vie, on va l'accompagner. Elle est plus calme, elle a moins de troubles du comportement. Et moi, je dis, mais est-ce que vous lui avez demandé son avis? Moi, je pars toujours d'une présomption de compétence de mes malades d'Alzheimer. Oh ben non, mais c'est pas la peine. Elle va pas reconnaître son mari, etc. Elle confond son mari avec le monsieur. Eh bien, je lui ai demandé. Et quelle a été sa réponse? Oui, j'ai un mari, mais il m'embête, hein, vous savez. Hein. J'ai rien à faire avec lui. Hein. Moi, mon amant, mon chéri, c'est celui-là. Puis elle nous montre le monsieur de l'unité. Hein. Et avec lui, je suis très contente. Donc, vous voyez, il y a besoin de travailler ensemble ces questions qu'on appelle des dilemmes éthiques, de les mettre en perspective pour avoir une action sur la prise en charge de nos malades. Et alors, comment est-ce que vous définissez, c'est pas intéressant, comment est-ce que vous définissez la limite? C'est en fait, bon, effectivement, là, vous avez demandé l'avis de la personne. C'était quelque chose, on va dire, que beaucoup pouvaient accepter, entre guillemets. Mais si la demande est totalement farfelue, ou par exemple, elle veut avoir 10 amants dans l'unité. Ah ben, il faut savoir dire non. C'est notre rôle de médecin. On doit Et comment est-ce que protéger. vous faites la limite? Est-ce que Ah à ben là, comment c'était très clair. C'était très clair. Elle ne se mettait pas en danger, bien au contraire. Avec l'équipe, nous l'avons accompagnée. Mais si elle dit, si elle va, par exemple, caresser tous les messieurs du service, c'est absolument pas adapté. Là, ça devient un trouble hein, et que l'on va traiter d'une autre façon. Donc, c'est la casuistique, c'est du travail en dentelle. Pour chaque pourquoi, personne, ça sera différent.
Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de parler d'éthique en 2023? Il y a besoin de parler d'éthique parce que nous avons affaire depuis des années, il ne vous a pas échappé que les personnes âgées sont victimes de ce qu'on appelle d'agisme, hein, de racisme anti-âge. Lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, c'est qu'elles sont malades. Or, l'hôpital public est lui-même malade. Et cela tord nos valeurs d'éthique. C'est-à-dire que nous n'arrivons plus à fonctionner comme nous venons, comme nous le faisions avant, puisque ça fait 37 ans que je travaille dans cet hôpital. Ça fait une vingtaine d'années avec ce management fondé sur la numérisation, la quantification et pas la qualité des soins, tord nos valeurs humaines. Et les soignants s'en vont. Nous n'avons plus d'infirmières, nous ne parvenons plus à recruter. Donc, alors que c'est le plus beau des métiers, s'occuper des personnes âgées dépendantes, hein. Nous n'avons plus les possibilités de montrer que c'est le plus beau des métiers, puisqu'elles sont en tension, puisqu'on leur demande de faire 20 toilettes dans la matinée, on leur demande que du chiffre et faire du reporting en permanence. En quoi est-ce que ça, c'est lié, le manque de personnel est lié à l'agisme? C'est lié au fait qu'on va donner les personnels les moins qualifiés aux personnes âgées. Ah, d'accord. Ah Par oui. exemple, dans les EHPAD, voilà, hein, dans les EHPAD, bon, ce sont les personnes les moins qualifiées. Il y a besoin de formation permanente. Et dans mon hôpital, qui est un hôpital de l'assistance publique, eh bien, on n'est pas vu au même niveau qu'un hôpital, un CHU, la réanimation, l'anesthésie, les spécialités nobles, hein, les premières de la paix qui sont magnifiques et qui concernent tellement peu de patients. Alors que mon hôpital concerne 1000 personnes âgées et je suis la seule psychiatre pour les 1000 personnes âgées. Vous voyez bien que là, c'est de l'agisme. Pas normal qu'il y ait un seul psychiatre pour 1000 personnes. La situation s'est améliorée ou s'est dégradée? Elle s'est dégradée, elle s'est nettement dégradée, surtout après la Covid, qui existe encore, hein, mais dont on ne parle plus parce que ça n'intéresse plus personne. Or, lorsqu'on sait que sur les 165 000 décès en 3 ans dus à la Covid, il y a 90% de personnes de plus de 65 ans qui sont décédées de ce virus et dans les conditions dans lesquelles nous avons pris en pleine figure en gériatrie cette épidémie, bien, il y a des questions à se poser. Hein, c'est-à-dire qu'on a privilégié, la société a privilégié les jeunes pour être en réanimation et pas les personnes âgées de plus de 70 ans. Il y avait une barrière d'âge qui était assez terrible. Or, une personne ne se confond pas, ne se réduit pas à son âge et à ses pathologies cumulatives. Pour changer la situation, il faudrait faire quoi? Alors d'abord, il ne fallait pas faire rêver les personnels. On nous a promis indéfiniment une loi grand âge. Et puis cette loi grand âge est passée sous la trappe, hein. Et j'ai entendu le Broussi dire, il n'y aura pas de loi grand âge. Après, on nous dit, ah ben, il y aura un plan bien vieillir. Ça fait 30 ans qu'il y a des plans bien vieillir, hein, qui sont très bien développés, très bien faits, mais dont les personnes âgées dont je m'occupe ne s'approprient pas les tenants, les aboutissants, les 5 fruits frais, légumes frais, bien bouger, bien manger, bien faire tout ce que vous voulez. Ce sont des injonctions que les personnes âgées dépendantes n'arrivent pas à s'approprier. Donc, il faudrait ne pas faire rêver les gens, qu'il y ait une voie politique forte, que vous voyez que sur le plan bien vieillir, ben, l'examen des articles s'est arrêté au mois d'avril, on n'a pas compris. Madame Iborra, qui avait été impliquée dans l'émission Flash, la députée, déjà en 2017, a refusé d'être rapporteur de cette loi bien vieillir. On a l'impression que c'est vraiment des rustines et aujourd'hui, on est découragé. Et donc, décourager les gens qui travaillent auprès des personnes âgées dépendantes, c'est un très mauvais signe sociétal. Hein, c'est une société qui perd le sens commun de ce qui fait son essence. Si je vous dis que j'ai provoqué un peu, si je vous dis que la France est endettée et que de toute façon, il n'y aura pas de loi du grand âge, il va se Oui, passer quoi dans les prochaines années? En plus, la vague en nombre de baby-boom n'est pas encore arrivée aux âges de la grande dépendance, en je moyenne. vous dis qu'il y a plusieurs axes. Je ne suis pas une femme politique et je n'en ferai jamais. Il y a trop de couleuvres à avaler. Je suis incapable d'avaler. Ah, Euh, on partage le même point de vue. Voilà, donc je pense que d'un point de vue politique, il faut qu'il y ait une parole forte du président de la République et qu'il n'y ait pas une urgence à promouvoir une loi sur l'aide active à mourir qui va s'adresser à mes malades, bien entendu, où la société veut qu'elle meure vite, puisque c'est la dernière année de vie qui coûte la plus cher, hein. Mais nous, les soignants, on veut accompagner jusqu'au bout et il faut de l'humain. Il faut pas un robot, il faut pas une piqûre, il faut pas du pain total, vous voyez, il faut pas du cura pour nos personnes âgées. Il faut l'éthique des petites perceptions de ces personnes âgées. Donc,
d'un point de vue politique, on attend ce discours fort du président de la République, on ne l'a pas, on ne l'aura probablement pas, et gouverner, c'est prévoir, donc il faut une énorme politique de la prévention. Et moi, je prendrais l'expression vieillir bien, au lieu de bien vieillir, une injonction, il faut bien faire, parce qu'après avoir raté son bien vieillir, on va rater son bien mourir. Donc vieillir bien, ça se cultive dès 40, 45 ans, et c'est vraiment très simple. C'est bouger, c'est marcher. C'est marcher, hein. Je vous assure que c'est costaud de prendre le métro, hein, tous les jours, etc. C'est monter les escaliers à pied, c'est bien se nourrir, c'est avoir cette joie de vivre et la cultiver, cultiver les échanges avec les autres. On est dans une société où, paradoxalement, les moyens de communication explosent, mais c'est une société de la grande solitude et les personnes âgées meurent de cette grande solitude. Il y a eu des très, très beaux rapports qui ont été faits par les petits frères des pauvres, hein. Euh, Est-ce que vous avez noté une évolution de l'état des personnes âgées, des Oui, dépendants ces dernières années? Est-ce qu'il y a plus oui. de dépendance, moins de dépendance? Est-ce Il y a qu'il y a beaucoup plus de dépendance. Ce sont des personnes très polypathologiques qui ont 6 pathologies en plus de leur démence et de leurs troubles cognitifs. Elles ont de moins en moins de pouvoir. On les invalide encore plus, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas avoir de recours à la santé publique, tout simplement de proximité. Il n'y a plus de médecins généralistes. Souvent, ils sont morts avant elles. Il n'y a plus d'accès facile chez l'ophtalmo, chez le dentiste. C'est effrayant chez le dermato. Donc, il y a un renoncement aux soins en ville. Il n'y a plus d'infirmières, plus de kinés. Quand on fait sortir les malades, c'est extrêmement compliqué de mettre en route tout ce service de maintien à domicile. Alors, je suis tout à fait d'accord. Les personnes souhaitent vivre et mourir chez elles le plus longtemps possible. Tout le monde est d'accord. Mais vous savez-vous que ça coûte très cher un maintien à domicile quand vous avez des troubles cognitifs? Plus de 5 000 € pour la permanence d'une personne. Personne n'est en capacité de prévoir ça. Donc, il faut qu'il y ait des villes inclusives. Il faut qu'on travaille en proximité, en territoire, avec les maires, dans les petites communes, que ces villes amies des aînés ne soient pas un concept creux, mais qu'on le fasse vivre, bien entendu. Et former les médecins. Alors moi, je forme les médecins à la médecine narrative, hein, c'est-à-dire écouter nos malades, écouter ce qu'ils ont à nous dire, ne pas les interrompre, hein, savoir raconter, hein. Ça prévient à la fois le burn-out des soignants et c'est quand même, ça donne des médecins qui sont beaucoup plus humanistes. les personnes âgées dépendantes sont plus dépendantes à plus de pathologies? Est-ce qu'on peut avoir des exemples de pathologies? Et ensuite, est-ce que le nombre augmente? Oui, alors 6 pathologies, c'est quand même énorme, hein. C'est-à-dire qu'elles ont une hypertension artérielle, un diabète insulinodépendant, un cancer, un deuxième cancer, une récidive d'un troisième cancer. Elles ont des fractures multiples parce qu'elles chutent. Vous savez qu'elles n'ont plus le réflexe, donc on les voit avec des hématomes. Mais c'est incroyable, elles sont là, elles veulent vivre. Et notre devoir, c'est quand même de les accompagner, de les apaiser, de les soigner dans la mesure et dans la limite de ce qu'on peut leur proposer, bien sûr. On ne va pas faire une dernière ligne de chimio chez une dame en fin de vie qui a un cancer, bien entendu. C'est là où se pose la limite et c'est là où on a besoin, sur ces cas limites, de se poser autour d'une table et autour d'un groupe de réflexion éthique. C'est des gens qui sont plus âgés. Oui, 86 ans en moyenne, bien sûr. Alors, Euh, c'est-à-dire qu'en fait, on vieillit un peu mieux qu'avant, vous diriez ça, et on Non, arrive, parce que le vieillissement sans dépendance en France, nous avons reculé, hein. Nous sommes à 64 ans, hein. qui est faible, hein. Moi, ça m'effraie, hein. Ben oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre le paquet, si je puis dire, sur la prévention. Sur la prévention, et c'est pas compliqué. Contrôler les facteurs de risque vasculaire, c'est vraiment une évidence à faire, hein. Le diabète, 80% des diabètes de type 2 pourraient être évités. Donc, et quand on voit que les enfants d'aujourd'hui, vous avez 12% des enfants qui sont en obésité morbide, mais que fait-on, hein? Il faut vraiment absolument qu'il y ait cette politique publique de la prévention du vieillir bien. Une question un peu polémique, enfin, qui peut être polémique. Euh, on parle d'agisme parce qu'il y a un manque de personnel, mais s'il y avait suffisamment de personnel, est-ce qu'il y aurait de l'agisme encore, dans le sens, je refuse de voir mes parents, mes patients âgés parce que j'ai peur ou autre. Est-ce Oui, que il y aurait encore de l'agisme. Il y aurait encore de l'agisme, mais qui tordrait moins les valeurs des soignants. C'est-à-dire qu'ils pourraient enfin bien faire leur métier. C'est pas pour rien que Claire Hédon a sorti, la défenseur des droits, 3 rapports, hein, consécutifs en 2021, 2022 sur les personnes âgées. Leurs droits sont bafoués. Donc oui, il faut augmenter le ratio de personnel, bien entendu, mais l'agisme est structurel.
c'est un racisme anti-âge. Et il peut d'ailleurs même toucher les jeunes. Hein, les 18, dès que vous faites une frontière d'âge, ben, on va pas donner un prêt aux 18-25 ans, on va pas donner le droit à telle allocation, etc. Donc, ça concerne les vieux, c'est sûr, parce que on veut pas se projeter dans une vieillesse avec dépendance. Alors, faisons en sorte, de manière commune, à ce que d'abord on accueille bien ceux qui sont là, qui existent, et qu'on les précipite pas à réclamer une mort qu'ils n'ont pas choisie, parce que je peux vous dire que mes malades d'Alzheimer veulent vivre et jusqu'au bout, mais la société ne souhaite pas qu'ils vivent et jusqu'au bout. Hein. Et on augmentera la qualité de vie de nos aînés et nos soignants ne fuiront plus l'hôpital. La vieillesse fait peur parce qu'elle nous annonce notre finitude, surtout la vieillesse avec dépendance. Hein. Vous voyez Claude Sarraute, qui est très drôle, que j'ai cité dans mon livre Vieillir n'est pas un crime, que j'ai publié en 2021. Elle disait, moi, ça y est, j'ai 75 ans, j'en ai marre. J'en ai marre de faire des régimes, j'en ai marre de faire ci, j'en ai marre. Bon, elle a quand même voulu vivre jusqu'à 95 ans. Elle vient de décéder, et elle mâchait pas ses mots, elle était d'une drôlerie extraordinaire. Hein. Alors, quand on vieillit très bien, comme un Edgar Morin qui va avoir 102 ans, comme Pierre Sarraute ou Claude Sarraute, ça c'est formidable. C'est des exemples qui sont très importants à montrer. Mais la plupart des gens sont des anonymes et qui vieillissent pas si bien parce que finalement, les conditions de possibilité de bien vivre près de chez soi, dans son territoire, ne sont plus réunies. Cette cohésion sociale n'est plus réunie. Hein. Les déserts médicaux, ils sont aussi en banlieue parisienne, ils sont aussi à Paris, et vous n'avez plus cette permanence du médecin de famille qui savait apaiser les douleurs, les souffrances, prendre en charge, qui a beaucoup donné toute sa vie. On ne forme plus de médecin de famille. Hein. C'est trop difficile. Hein. J'ai plein de questions qui m'arrivent. Le sujet est génial. Euh, à vous écouter, en fait, l'éthique est quand même liée au respect des volontés de la personne Oui, et de la volonté de vivre de la personne. oui. C'est son principe d'autonomie. C'est son D'accord, principe d'autonomie, un des premiers principes. d'accord. Mais, Mais si on parle que la personne a une maladie neurodégénérative, est-ce qu'elle a une bonne vision de ce qu'elle veut? oui, Et je veux dire. c'est une excellente question. Mais pour Et là, autant, après, comment se cale l'éthique par rapport à ça? Est-ce que ben, il se faut la se cale par questionner. rapport à une vision qui est déformée de la réalité de la personne? Est-ce que ça, c'est éthique? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est éthique. C'est éthique de questionner qu'est-ce qu'elle veut à intenter à un moment donné et qu'est-ce qu'elle ne veut pas. Une capacité de décider pour soi-même doit être questionnée sur ce qu'elle comprend de ce qu'on lui propose. Et pas, c'est pas à nous de se substituer à elle. Bien sûr, lorsque la maladie d'Alzheimer évolue à un point qu'il n'y a plus de langage, qu'il n'y a pas une capacité de décider pour soi-même, vous avez ce consentement pour autrui, hein, du tuteur, de la famille, de la personne de confiance, mais il faut toujours la questionner. Hein. Il faut toujours partir de cette présomption de confiance que c'est une personne. Hein. Quand vous dites, est-ce que on sort et on met le cardigan jaune ou le vert? Et qu'elle dit, je veux le jaune, vous n'allez pas lui mettre le vert. Eh bien, elle est en capacité de décider pour une chose donnée, pour une thématique, avec une personne donnée. Elle va me dire oui à moi, mais non à l'autre soignante pour son traitement, par exemple. On va différer, on va recommencer. Et c'est pour ça qu'il faut travailler une éthique particulière pour les personnes qui n'ont plus leur discernement, les malades psychiatriques et les malades d'Alzheimer. Mais ils n'ont pas en permanence plus leur discernement. Il y a des moments très forts hein, où la parole est vraie et on peut tout à fait euh, la prendre en compte. Hein. C'est ce que j'ai. Donc, dans ce cas-là, je voulais en venir. Dans ce cas-là, ce que vous prenez comme pour réfléchir sur l'éthique, c'est le moment lucidité de la personne. Oui, C'est ça? la maladie d'Alzheimer est une maladie qui est très fluctuante Hum. et on va trouver ces moments de lucidité, de même que lorsqu'une personne est confuse, et bien évidemment qu'elle dit non, non, qu'elle a un refus de soins, etc. On va attendre que la confusion se calme pour lui reproposer, D'accord. savoir si elle critique ou pas. Est-ce qu'elle a ou quelqu'un qui a un moment fécond au moment d'un délire psychiatrique, on va évidemment pas lui poser des questions sur son avenir à ce moment-là. On va attendre que l'effet va. Une crise, vous savez, ça augmente et puis, ça n'a jamais un effet de plateau, hein, c'est plus une crise, mais ça redescend. Et à ce moment-là, il faut qu'on soit en capacité d'être là. Et d'ailleurs, le consentement pour les malades d'Alzheimer, c'est une notion qui est beaucoup trop brutale, le oui-non. Il faut qu'ils aient une capacité de pouvoir dire non pour s'opposer. Hein. Or, ils ne l'ont pas.
Et Et donc, surtout, j'imagine, former le personnel à voir si la personne agit dans son propre intérêt et lucide, un absolument, petit peu comme le notaire qui regarde absolument. D'ailleurs, voir si tous on les travaille signataires beaucoup. signent bien de leur propre consentement. Absolument. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur cette notion de consentement. Et maintenant, on fait évoluer vers une notion d'assentiment qui est plus souple. C'est comme un consentement a posteriori. C'est-à-dire que la personne dit non, 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 j'irai pas en maison de retraite. Et puis finalement, elle va en maison de retraite et elle s'adapte. Et elle dit, mais c'est ma maison chez les malades d'Alzheimer. Donc, on voit qu'elle n'a pas eu ce consentement, qu'elle n'a pas pu nous le donner le jour T, mais finalement, elle a pu s'adapter et on appelle ça un assentiment. C'est-à-dire une capacité, finalement, à assentir à ce qu'on a pu lui proposer. Et ça, c'est une notion qui est très forte qu'on enseigne en éthique clinique au personnel qui s'occupe des malades d'Alzheimer. Donc, cette notion de consentement qui est extrêmement compliquée, hein, même dans la loi de Kouchner, hein, où on quitte un modèle paternaliste pour arriver vers un modèle contractuel, et on voit bien que c'est pas possible. Avec les malades d'Alzheimer ou les malades psychiatriques, c'est des modèles asymétriques, dissymétriques. Mais il faut pour autant ne pas nier qu'ils ont quand même cette capacité à parler d'eux-mêmes et à dire ce qu'ils veulent. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit un groupe de professionnels qui se réunissent pour parler Oui. d'un sujet particulier, parce qu'une personne seule n'est pas forcément capable de définir ce qu'il est éthique ou pas, dans un cas précis. Non, 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 il ne faut pas rester seul, hein, C'est ça, on est justement. d'accord, on est bien Pour d'accord. toutes les décisions impactant un refus de soins, un arrêt de traitement, une fin de vie difficile, la question de la sexualité, des troubles du comportement, du consentement, justement. Il faut ensemble, il faut une délibération commune, hein, pour réfléchir sur les cas qui nous posent problème, sur les cas difficiles, qui nous posent ces dilemmes éthiques. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait pas bien? Est-ce qu'on arrive à trouver un consensus? Et nous avons, dans notre groupe de réflexion éthique pluridisciplinaire, évidemment un représentant aussi des usagers, un représentant des familles et puis de la direction. C'est très important qu'il y ait cette culture éthique du soin. Alors, je vais employer un mot qui s'appelle le care, qui est une prise en charge holistique de la personne, hein, qui vient des nord-américaines, hein, de Martha Nussbaum et de Joan Tronto, qui montre que une personne n'est jamais réductible à sa pathologie, à sa maladie. Il faut la prendre en charge dans l'écosystème dans lequel elle vit, que ce soit son service, sa famille. Donc, on a besoin aussi de rencontrer les familles, les aidants, de se préoccuper des aidants qui s'épuisent avec les malades d'Alzheimer. Hein, ça fait partie d'une prise en charge holistique complète que l'on doit proposer lorsque l'on travaille en gériatrie. Est-ce qu'il y a une liste des décisions qui sont prises par des comités éthiques, la façon de faire une sorte de jurisprudence au bout d'un moment, Alors, oui, oui, bien sûr. Alors, moi, il s'agit d'un groupe de réflexion éthique. un groupe d'enregistrement? Voilà. Alors, on n'a pas de saisine, c'est-à-dire qu'on ne nous saisit pas d'un problème dont on va réfléchir ensemble. Mais on n'a pas donc d'avis à rendre, qui sont des avis consultatifs, comme le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, qui est aujourd'hui dirigé par Jean-François Delfrécy. Vous savez qu'il a fallu attendre 1983 pour avoir un comité consultatif d'éthique en France, hein. Il y a eu le Didier Sicard, il y a eu beaucoup de gens extrêmement connus qui l'ont dirigé. Donc, ces comités d'éthique ont des saisines et ils rendent des avis numérotés. Par exemple, vous avez l'avis 128 sur les personnes âgées et les EHPAD, hein, qui est très fort. Régis Aubry et Cynthia Fleury en ont été les rapporteurs. Ils parlent de ghettoisation, hein, des personnes âgées. Vous avez l'avis 139 du 13 septembre dernier sur l'aide active à mourir, hein, qui a fait vraiment une rupture anthropologique parmi les autres avis. Il y a eu les révisions des lois de bioéthique, hein, avec des grands débats, hein, en 2018. Donc, tout ça est très important. Ces avis sont consultables, bien entendu, sur Internet, sont très importants. Ils ne sont que consultatifs, hein. Et dans les espaces de réflexion éthique, vous avez l'espace de réflexion éthique d'Île-de-France, où je suis au comité scientifique, et aussi national. Et vraiment, je dis à les gens qui vont nous écouter, aux personnes qui vont nous écouter, regardez, allez vous renseigner. C'est des espaces de ressources formidables, de partage, avec des captures d'écran, des vidéos de nos universités d'été qui ont été mises en œuvre par Emmanuel Hirsch et qui sont des outils de santé formidables et de démocratie participative en santé.
Ça fait la 12e édition. Et vraiment, il faut se renseigner, il faut aller regarder ces espaces de ressources. Tout à l'heure, vous avez dit que le personnel qui était au chevet des personnes âgées, c'était pas forcément celui qui était le plus qualifié. Oui. La notion d'éthique, enfin, la réflexion sur l'éthique, etc., ça demande quand même des capacités, des formations. Oui, alors moi j'ai fait ma thèse avec le professeur Éric Fiat, qui s'adresse qu'à des professionnels de santé, et nous avons des aides-soignants qui vont aller jusqu'au doctorat, hein, des grands professeurs, des directeurs d'EHPAD. C'est extraordinaire. Vous avez un melting pot qui va et qui est en lien avec l'assistance publique, des aides-soignantes en master 1, master 2 professionnel, master 2 humanité médicale, puis doctorat. Et nous avons un accompagnement avec des professeurs de philosophie hors pair qui nous guident sur les chemins de nos préoccupations. Alors, on s'inscrit en Master 1 parce que on a une indignation, hein, sur une situation qui nous a bouleversés. Et puis, petit à petit, on va creuser et on va arriver, grâce à cette guidance qui se passe en cours du soir, qui est formidable, arriver à conceptualiser une éthique du soin dans le domaine dans lequel on va travailler. Mais il y a les assistantes sociales, par exemple, aussi. Tous les métiers du soin peuvent suivre ces cursus de formation, dirigés par le professeur Eric Fiat à l'université Gustave Eiffel et en partenariat avec l'assistance publique au Hôpitaux de Paris. Si je dirige un EHPAD, concrètement dans mon personnel, c'est qui devrait être formé? J'imagine tout le monde, mais tout le monde ne doit pas aller faire un master. Qui Tout le monde ne devrait... peut pas aller faire un master, mais il faut que on soit en nombre, encore une fois, pour que le directeur d'EHPAD puisse donner un temps de formation à ses personnels. Moi, je dirige un DU sur la maladie d'Alzheimer depuis 23 ans et j'ai des soignants d'EHPAD qui viennent se former, alors au niveau infirmier, parce que c'est un diplôme universitaire, hein, de troisième cycle, et par la VAE, on accepte aussi la validation des acquis de l'expérience, aussi des soignants très motivés. Alors, on doit pouvoir développer des formations in situ à l'éthique. Moi, je fais très fréquemment des conférences d'éthique justement sur le consentement, sur le tutoiement, sur la sexualité en EHPAD, avec des formations pour les personnels. Donc, le matin, il y a une formation qui est théorique que je dispense et l'après-midi, on travaille ensemble sur des cas complexes qui leur ont posé problème avec l'équipe et avec l'IDEC et avec le médecin co et avec le directeur de l'EHPAD. Donc ça, il faut pouvoir continuer à faire, à dispenser ce type de formation. Il y a une idée qui me vient, enfin, une question qui me vient souvent dans les reportages à la télévision ou même on le voit en fait. Certains parlent aux personnes âgées en disant «Vous allez bien, madame?» Puis ils se penchent. Bon, bref. Et moi, je trouve que ça, alors ça, pour le coup, je trouve que c'est pas ça éthique parce que ça ramène la personne qui est en face dans l'identité de faiblesse, en fait. Oui, de Et moi, dépendance, de et moi, faiblesse, moi, d'infantilisation, oui. c'est ça. Et moi, je parle d'une personne âgée sans faire un effort, enfin, sans me courber, sans faire des courbettes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois Euh, très très bien ce que vous voulez dire. vous en pensez quoi de ça? Ben, justement, c'est un dilemme éthique. Le tutoiement, le vouvoiement, comment on s'adresse à elle, comment on fait en sorte qu'il y ait une rencontre vraie, hein. Je viens de publier un livre qui s'appelle La force de la caresse. Vous voyez, on est trop dans les procédures et les protocoles. On est dans une posture soignante. Ben, non, j'aime pas du tout cette posture soignante. Et il y a des petites choses simples que l'on peut promouvoir, hein. Cette caresse qui va vers l'autre, qui est dépendant. On le comprend très bien pour les petits, pour les bébés, pour les enfants souffrants, mais on ne comprend plus du tout pour les personnes âgées. On n'a plus envie de les toucher. Les personnes âgées meurent de ne plus être regardées, de ne plus être touchées, d'être infantilisées. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors que ce petit geste simple inonde le cerveau de celui qui le donne et de celui qui le reçoit, d'ocytocine, de dopamine, baisse le stress, apaise et nous redonne une cohésion au monde. Nous appartenons au même toit du monde. Et ça, c'est très important et je veux l'enseigner auprès de mes étudiants en médecine et dans les IFSI comme une valeur de haute technologie humaine. Hein, ce que vous venez de dire sur le tutoiement, le vouvoiement, non. Vous savez, elles ne sont plus personne. Elles ne sont plus personne. Elles sont des objets de soins. Je dis elles parce que c'est souvent des personnes âgées et plus des sujets de leur propre histoire. Donc, connaître nos malades, savoir d'où elles viennent, quel métier elles faisaient, s'adresser à elles, Bien sûr, comme je bien sûr, m'adresse à bien vous, sûr, bien c'est sûr. quelque chose qui est éthiquement responsable et que l'on doit diffuser
dans nos EFSI et auprès de nos jeunes étudiants en médecine. Une conclusion ou un point que vous vouliez rajouter à notre échange? Alors, l'éthique doit traverser toutes les, tous les endroits où il y a de la vulnérabilité, c'est-à-dire les tout petits, les personnes âgées, les personnes précaires, les personnes en situation de handicap, les malades psychiatriques, les malades qui n'ont pas leur mot à dire. Vous voyez, lorsqu'ils n'ont pas leur mot à dire, eh bien là, l'éthique doit se mettre et doit être le porte-voix de ces personnes-là. Et il faut des gens formés, bien entendu, mais qui diffusent cette culture de l'éthique qui, encore une fois, va co-construire un être, une façon d'être et une façon de faire avec ces personnes vulnérables, malgré les situations parfois extrêmement intolérables où on fait vivre nos soignants dans certaines EHPAD, comme l'a montré le livre de Victor Castanet, ou dans les hôpitaux publics, où vraiment l'hôpital est en crise, au secours, aidez-nous. Voilà, aidez-nous à porter cette parole forte de ce mouvement qui nous meut vers l'autre, hein, ce mouvement soignant. La vocation n'est pas un mot obscène, c'est aller vers. Eh bien, il faut pouvoir continuer et à dire que s'occuper des personnes âgées et des personnes vulnérables, c'est le plus beau des métiers. Et donner envie aux soignants, donner du sens. C'était le colloque dont vous avez fait mention, donner du sens commun, une direction, une signification, et puis, bien entendu, une signification de ce qu'on leur va faire avec ces personnes dont on a la charge. Et c'est ça l'honneur de travailler auprès des personnes les plus vulnérables. C'est ça la fierté de travailler en gériatrie. Donc la gériatrie est un très beau métier, il faut l'embrasser, mais il faut ne pas vous sentir seul et il y a des gens qui seront là pour vous aider. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup. Merci.